Bonsoir. Pour nous, ce soir, c'est une émission très spéciale. D'abord parce que c'est notre dernière émission de la saison et surtout, je vous dirais, parce que nous sommes à Paris. Nous sommes ici au Golfe de l'Étoile et dans cette émission de ce soir, nous recevrons Paloma Picasso, nous recevrons l'écrivain Maurice Dantec, dont le livre Babylon Babies est best-seller en ce moment ici à Paris. Nous recevrons Frédéric Beigbeder, qui est à la fois chroniqueur mondain, journaliste, écrivain. Nous entendrons la musique du DJ BNX. Et pour commencer cette soirée, et j'avoue que j'en suis très contente, il connaît en ce moment, alors là, Anthony, c'est vrai que tu connais. Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes les animatrices comme ça faire leur présentation? Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça te fait rire, hein? Et là, non, nous allons recevoir le côté un peu moins intéressant de l'émission. Le pire! Quand il y a un Québécois, on a des subventions. Pour justifier les subventions de Radio-Canada. Oui. Anthony Cavana, bonjour Anthony. Puis toi, comment tu te sens avec la télévision québécoise? Parce que moi, j'ai envie de t'interrompre depuis tout à l'heure. Oui, mais je le sentais, écoute. J'ai envie de sauter. Coucou! C'est irrésistible pour toi, hein? Oui, oui. Alors, comment tu te sens avec nous, là, avec la télévision québécoise? Et puis, parce que toi, tu es en France, mais on ne peut pas être plus en France que tu l'es en ce moment. Ah oui, baguette, vin rouge. Oui, non, mais écoute, à tous les soirs, tu es entouré de combien de gens dans cette salle-là? À peu près 300 personnes. 300 personnes. Oui. Hier soir, c'était la 120e représentation. Oui. Hein? Oui, 120e. Oui. Et puis, tu sais comment... Bon recherchiste. Hein? Très bon Et recherchiste. tu sais comment, alors, tu sais comment, je dirais pas manœuvrer les Français, là? Est-ce que je pourrais dire ça? Si t'étais honnête, tu dirais oui. Mais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, s'il vous plaît. Ton attaché de presse est déjà ici, oui, hein? bon, manœuvrer, je sais comment parler aux Français. Tu sais comment J'ai parler. appris à faire le spectacle pour les Français. Ouais, et ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Oui, définitivement. Il faut absolument venir adapter les textes, apprendre à connaître... en fait, l'humour, c'est très culturel. Alors, il faut connaître la culture française, la culture pop française pour faire mon spectacle. Oui. Absolument. Oui. Alors, est-ce que comment tu te sens, parce que quand on a, hein, au Québec, on le sait, notre problème, c'est que c'est petit. Oui. Alors, quand tu as du succès en France, ça veut dire que tu fais 125 soirs, Oui. hein, la même chose. La même chose, Bon, alors, au même endroit. Oui, ça, c'est le prix à payer aussi. C'est un prix qui n'est pas très difficile à payer. Je suis hyper content, déjà l'accueil, c'est un accueil formidable. On savait que ça allait aller vite, mais on ne pensait pas que ça allait si vite. On pensait que ça allait prendre 2 fois plus de temps. Des gens, il y a quelque chose que je t'ai raconté hier soir à votre spectacle, une nouvelle fort intéressante. J'avais dit que j'allais le faire, puis c'est confirmé. Je suis à l'Olympia au mois de septembre. Oui, alors ça, tu es très, très fier de ça. Très Pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça représente? Écoute, tu l'as dit aux gens dans la salle hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être à l'Olympia au mois de septembre. Ben, l'Olympia, c'est déjà une des salles les plus connues au monde. Ouais. On va en Chine. Olympia. Olympia. Tout le monde. Vous avez le droit de rire. Vous avez le droit. Tout le monde connaît l'Olympia. L'Olympia, c'est la salle mythique à Paris. C'est en même temps, j'aurai 30 ans à l'Olympia, 10 ans de carrière que je vais célébrer. Tout ça en même temps. Oui, je vais pleurer. Christiane, je vais pleurer. Oui, c'est sûr que je pleurer. Tout le long du spectacle, je suis pas content d'être ici. C'est là-dedans. Ça va être formidable. C'est un objectif que je m'étais donné. Puis aussi, je crois que ça s'est jamais fait d'être inconnu, puis en moins d'1 an, faire l'Olympia. Oui, alors, et puis après... dans l'humour. Bon, toi, tu te donnes des objectifs, et puis tu dis, je suis ambitieux. Oui. Tu veux réussir tes objectifs. Oui. Alors, le prochain objectif, OK, l'Olympia et tout. Parce que tu as pensé à un moment donné, bon, les États-Unis, Paris. C'est encore là. Je sais bien que ça... Des fois, même, je te regardais hier soir, puis je me disais, est-ce que ça serait même... Tu serais même pas plus naturel devant un public américain? Parce que tu es un Nord-Américain en même temps. Le spectacle est hyper américain. Oui. Je dirais que c'est un spectacle... c'est un show comme on en faisait dans les années 50, si on veut, avec Sammy Davis, Frank Sinatra, avec tous ces gars-là, les humoristes et les chanteurs qui mélangeaient tout, mais version l'an 2000. Qu'est-ce qui fait rire les Français? Qu'est-ce qui fait rire les Français? Oui.
Les Français sont hyper cartésiens, de un. Ils sont hyper cartésiens. Alors, l'humour absurde, la plupart du temps, ça fonctionne pas. Donne-moi un exemple. L'humour absurde, un gars qui ne fonctionnerait pas. Bon. Quelque chose qui ne marche pas, là. Tu l'as fait sur scène, puis là, tu ne le recommenceras plus, tu le commences pas, tu ne le refais plus jamais. Ah ben, il y a un truc, bon, quand on va trop loin, ou si on est... faut pas être trop méchant. Faut pas être trop méchant. Faut pas rire des gros. Faut pas rire des gros parce que ils ont beaucoup moins de gros que chez nous. Dans l'Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il y a une personne sur deux est obèse. Puis ici, l'obésité, c'est une maladie. Il faut respecter les gros. Non, quand je fais un gag sur les... Si je fais un gag sur les gros... Par contre, tu peux rire des choses. Tu peux rire des couples qui sont mariés depuis 20 ans. Mais je ris tout le monde. Blanc, noir, jaune, vert... Est-ce que la fille, hier soir, est-ce que tu lui as dit, puis en plus de ça, elle est moche? Et je la vois pas du tout. Je sais pas du tout quoi donner. Sur scène, je vois une ombre. Je vois une ombre. Ça passe. C'est passé. Ouais. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il me pardonne beaucoup de choses parce que même au début, je fais des commentaires sur Paris, sur ce que je vois, sur la France. Puis on me pardonne quand même pas mal de trucs ici. Le questionnaire au début, quand j'apprends à les connaître, puis que je balance les insultes à droite puis à gauche, tout le monde rit. Ouais. Et puis quand tu dis, alors on dit que les Français sont plus machos. Est-ce que c'est vrai ça? Que les Français, des hommes français, là? Oui, je trouve que c'est plus macho. Les femmes sont plus féminines ici. Ça te plaît, ça? Mais peut-être moins émancipées que la femme québécoise, c'est vrai. Et à ce niveau-là, l'homme c'est encore lui le patron, tandis qu'au Québec, je sens que c'est pas mal égal. Bon, il t'obéit au doigt et à l'œil, hein? Ouais. Tu dis japper, la salle au complet se met à japper. Mais il y a le fait qu'on donne une seringue d'héroïne à chaque personne en rentrant. Ça aide beaucoup. Les gens sont, je sais pas, plus détendus. C'est une méthode chinoise. Mais ma prochaine étape, il y a Paris, je parle des États-Unis, mais entre les deux, ce serait Amos. Après Amos, puis... Là, c'est si je réussis à Amos, après, je sens que les États-Unis, c'est rien après. Oui, c'est même décembre. Et ton objectif dans le temps, là, tu te donnes combien de temps? Les États-Unis, je dis dans 5 ans. Dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais tenter ma chance aux États-Unis. Ouais. Je veux dire, ici, on a encore une bonne année à faire le spectacle parce qu'on termine le 1er mai. Après, je vais faire un petit tour en Suisse. Après, on se promène, on fait des petits festivals, beaucoup de galas privés, des grandes sociétés. Durant l'été, on prépare l'Olympia, on fait l'Olympia, après on fait la France au complet, la Suisse, la Belgique au complet, Luxembourg. On revient à Paris l'année prochaine. Faut aimer ça. On revient à Paris l'année prochaine. Faut aimer ça, être sur scène. Mais j'adore ça. Ouais. J'adore ça. C'est ma passion. J'ai la chance d'avoir une passion. J'ai la chance de faire ce métier-là aussi depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Puis c'est ce que je voulais faire depuis que j'ai 14 ans. Je le fais. Il y a beaucoup d'opportunités ici, que ce soit pour le cinéma. Il y a beaucoup de... le cinéma, la musique plus tard. Je sens que je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Puis ils ont été très... au premier abord, les Français sont plus difficiles. Ils viennent voir le spectacle les bras croisés comme ça. C'est qui ce connard? On ne connaît pas, c'est qui ce connard? Il faut les impressionner. Mais une fois que tu les as impressionnés, je trouve qu'ils sont... je trouve que c'est un public très fidèle. Très fidèle. Une fois que tu as fait tes preuves ici, je regarde d'autres artistes, ils sont avec toi jusqu'à la fin de ta carrière. Même si tu es l'homme le plus quétaine de la planète, tu as 60 ans, puis tu n'as plus un poil sur le caillou, puis tout le monde te trouve quétaine, il y a quand même le public qui t'a aimé au début, qui te suit, puis qui est là jusqu'à la fin. Anthony, tu restes avec nous? C'est confortable ici? Oui. C'est confortable. Tu sais qu'il y a du champagne sur les plateaux télévisés. Anthony, on dirait que tu sois sous à la fin de l'émission et que tu dors sur la table. C'est vrai, ça? Ici, à Paris, il y a toujours du champagne sur les plateaux des émissions de télévision. Tu fais une télé, tu as un bouquet de fleurs, tu as un panier de fleurs. On n'a pas donné les fleurs. J'ai été un peu insultée, je dois admettre. Télé de BS. Oui, une vraie télé. Bref. Alors, reste assis tranquille. C'est bien. Christiane Charette, une vraie pauvresse. On s'arrête le temps d'une pause. On revient avec. Alors, après, c'est Frédéric Becbédé. Anthony Cavana reste avec nous. Hey, salut la gang! On est à Paris! On est à Paris! Hey, la France! Hey, le Québec!
Pour Marc, ce sont les tomates aux fines herbes. Pour le petit Patrick, ce sont les yogourts aux fruits. Pour Sophie, ce sont les pâtes assaisonnées. De plus en plus de gens découvrent avec plaisir la nouvelle gamme de produits Sélection Mérite chez leurs marchands Métro et Marché Richelieu. Si vous aimez la qualité, vous allez adorer Sélection Mérite. Sélection Mérite. Tout le plaisir est pour vous. Bienvenue à la maternelle où les germes se transmettent de l'un à l'autre comme un ballon. Mais une étude contrôlée a démontré que le désinfectant Lysol en vaporisateur joue un rôle essentiel en réduisant la propagation des germes porteurs de maladies. Alors faites du vaporisateur Lysol un ami de la famille. Surveillez les endroits que l'on touche couramment et dites au revoir aux microbes avec le vaporisateur Lysol. À la maison, aucun autre vaporisateur ne tue plus efficacement les germes. Le vaporisateur Lysol contribue à votre protection. Vous avez notre parole. Depuis que j'écoute Ciel, il n'y a rien de nouveau. J'ai peut-être plus de pep au travail. Je pense que je suis plus de bonne humeur le matin. Ah, tiens, j'ai eu une promotion. Mais à part ça, rien de nouveau. 98.5 Ciel. Mettez du piquant au bureau. Émotion rock. 98.5, le nouveau Ciel FM. Aux couleurs de l'an 2000. Il y en a qui disent encore que Desjardins, c'est de l'économie de bas de laine. Eh bien, quand on y pense, pour réussir à accumuler 72 milliards d'actifs, il fallait savoir tricoter. Moi, là, pour l'électronique, je veux de la qualité, du choix et des experts qui savent de quoi ils parlent. Mais je veux pas payer un prix de fou. Fait que, qu'est-ce que je fais? Tu vas chez Gros et Martineau, où ce télécouleur 27 pouces stéréo Samsung est offert à 429 $ et ce magnétoscope Samsung à seulement 129 $. 129, t'es sûr de ça? C'est hallucinant! Et c'est pas tout, t'as pas à payer avant avril 2000. En plus, grâce à AutoStall et Gros et Martineau, tu pourrais gagner la nouvelle Golf 99. Qu'est-ce que tu veux de plus? De voir. Gros et Martineau. De retour, nous sommes à Paris. Cette émission, je vous le rappelle, est notre dernière émission de la saison. Nous sommes au Golfe de l'Étoile. Et l'invité que je vais vous présenter maintenant, alors quand on parle d'éclectisme, il est certainement parmi les écrivains français, certainement un des plus éclectiques. Ex-chroniqueur mondain, bonsoir Frédéric Becbaudy. Alors vous allez m'aider à vous présenter. Chroniqueur mondain, c'est ex-chroniqueur mondain. Oui, c'est-à-dire que je suis beaucoup sorti pendant un certain temps, puis maintenant Pendant je suis un certain temps, trop vieux. c'est 10 ans, ça. Voilà, oui, c'est vrai, quasiment tous les soirs. Et puis je répétais tout ce que je voyais. Et donc un jour, je me suis dit, mais ce serait peut-être plus drôle de sortir d'une manière inutile. Et je me suis mis à répéter ce que je voyais dans les livres. Et donc je suis critique littéraire aujourd'hui. Critique littéraire. Vous êtes aussi écrivain. Oui. Votre livre le plus récent, ce sont ces nouvelles sous extasie. Tout à fait. Oui. Et puis, vous êtes aussi l'auteur, alors pour montrer, parlant d'éclectisme, vous êtes aussi l'auteur de la biographie de Barbie. De la poupée Barbie, oui. Et vous croyez que l'amour dure 3 ans? C'est vrai, oui. J'ai écrit un roman en 97, dont c'était le titre. Mais depuis, ma vie a démenti, heureusement pour moi, ce titre un peu provocateur. Comment ça, votre vie a démenti? Alors, je suis depuis 5 ans avec la même, tout simplement. Donc j'étais un peu embêté, je me suis dit, est-ce que je vais corriger le titre ou pas? C'était un peu trop tard. Et puis donc, je préférais en écrire d'autres. Donc c'était une erreur de jeunesse de penser que l'amour durait 3 ans? Non, en fait, je pense qu'il y a un cap. À 3 ans, il y a vraiment un cap à franchir. Et c'est le moment où on décide soit de rester avec la même, soit de changer, soit de se suicider. Personnellement, je suis resté avec la même. Oui. Voilà. Mais non, il faut apprendre pas mal de choses pour rester avec quelqu'un pendant longtemps. Hein. Il faut se calmer au niveau de la passion. Il faut accepter qu'il y ait des moments ennuyeux. Et puis aimer ces moments ennuyeux. Je crois que c'est ça la solution. En fait. Anthony Cavana, vous voyez, par exemple, je suis beaucoup plus ennuyeux qu'Anthony Cavana. Êtes-vous sûr de ça?
J'essaye en tout cas. Oui. Comment vous le trouvez, Anthony Cavana? Ah, moi, il me fait hurler de rire comme tous les Parisiens. C'est vraiment notre idole en ce moment. Alors, bon, vous êtes généreux. Mais c'est cher, ça me coûte cher. Tout ce il m'a donné un chèque avant l'émission. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des tentatives ratées avant de Québécois qui se sont plantés. Je pense à Courtemanche, par exemple. C'était pas... C'était un gros succès à Courtemanche, Anthony. Oui, oui, hein, Michel Courtemanche, c'était pas un gros succès. Bah, moi, je sais pas, moi, ça marchait pas. Alors, Anthony, c'est quoi le verdict? Non, Michel, c'est un succès, effectivement. Un succès. Ah bon, ça avait marché. Alors, je me suis trompé ou alors je suis pas représentatif. Je suis encore plus snob que les Parisiens. Êtes-vous un snob? Écoutez... Moi, alors, quand je disais sur vous, je me disais, ça, c'est un vrai snob. Puis là, je rencontre un garçon plutôt ouvert, plutôt sympathique, qui a le sens de la télé, qui fait tout ce qu'il peut pour mettre le plateau à l'aise. Écoutez, je vais juste vous répondre. Snob, c'est pas forcément une insulte. Le snobisme, ça... Alors, quand on dit snob, on pense bande de gens coincés, tout Paris, super... qui se la jouent et tout ça. Et en fait, snob, ça peut aussi être curieux, ouvert. Moi, je pense que souvent, l'art est aristocratique. C'est-à-dire que l'art a besoin de quelque chose d'un tout petit peu élitiste pour faire avancer le monde. Donc je crois que le snobisme, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et vous êtes un vrai Parisien, hein? Bah, disons géographiquement, puisque oui, je suis là. Non, mais pas dans ce sens-là, mais d'être un Parisien, d'évoluer dans Paris, d'être... Anthony, tu sais qui c'est, toi, Frédéric Becbédé? Rive droite, rive gauche, chaque jour avec notre ami Thierry Ardisson. Oui. Effectivement, c'est la critique littéraire. Lui? Oui, oui. Je suis la critique littéraire, la plus... Je suis vraiment la plus grandiose. Je suis une immense critique littéraire, c'est vrai. Alors, vous pouvez être très méchant. Je ne sais pas si Madeleine Chaptal a écrit ce que vous aviez, a lu ce que vous aviez écrit sur elle, mais vous pouvez être très méchant. Vous. Mais écoutez, elle a fait preuve de beaucoup d'humour. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai descendus qui me haïssent. Mais elle m'a envoyé un petit mot en me disant la vieille ringarde vous salue. Et j'ai trouvé que c'était quand même faire preuve, j'ai trouvé qu'elle n'était pas ringarde d'avoir fait ça. Dans le livre, on vous interrogeait là-dessus, hein, sur la méchanceté. Surtout que vous êtes écrivain. Est-ce que critique littéraire peut se permettre d'être méchant? Moi, je crois qu'il faut être méchant parce que sinon, plus personne ne lira. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une critique littéraire en France qui est extrêmement disons, corrompue, complaisante, il y a beaucoup de copinage, ce qui fait qu'on lit des éloges de mauvais livres et que les gens crédules achètent ces livres et après sont dégoûtés de la littérature. Ils disent, bon, bah, si c'est ça, je vais aller au cinéma, c'est bien mieux. Et donc, moi, j'essaye d'être plus sincère, tout simplement, de dire ce que je pense. C'est plus simple, là, finalement. Alors, les nouvelles sous Ecstasy, là, ça sort à Montréal tout bientôt, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Montréal, le Québec? Ah, moi, j'adore. Vous êtes venu déjà? Oui, j'adore. Mais écoutez, je pense que c'est la France dans 50 ans. Vous avez une cinquantaine d'années d'avance sur nous. Si on veut connaître notre pays et savoir comment ce sera plus tard, il faut venir chez vous, c'est vrai. C'est très instructif. C'est ce qu'a fait, d'ailleurs... C'est ce qu'a fait Dantec. Non, pas du tout. Vraiment, écoutez, comment vous dire? Il y a peut-être des choses gênantes. Je pense que l'accent, malheureusement, pose un problème. Non, mais... on va dire pourquoi. Je pense, par exemple, que Cavana, il a perdu son accent pour réussir ici. Il a sacrifié son accent. Il a sacrifié son accent. Anthony, non, mais c'est vrai. J'ai pas sacrifié mon accent. Mes personnages sont français. Puis quand je parle, normalement, je parle comme ça, comme j'ai toujours parlé au Québec, c'est pas quand je parle entre les... je passe pas le spectacle, je dis, super, génial, top, c'est trop cool. Ça, c'est mon accent qui limite. Oui, c'est ça. Je fais pas ça dans le spectacle. Quand je fais les transitions, je parle pas comme ça. Mais quand j'imite un Français, j'imite un Français. Mais j'ai pas sacrifié mon accent. C'est pas tous les Québécois qui parlent « Hey, salut, l'affaire dans même. » Il y a des Québécois qui savent s'exprimer aussi. Non, mais je dis, s'il faut chercher quelque chose pour nous séparer à tout prix. C'est vrai que ça, c'est une chose difficile pour... enfin, quand Céline Dion parle en France, il y a des gens qui rigolent. C'est ça, mais c'est pas... Je voulais pas le dire parce que je sais qu'au Québec, je me serais fait lapider. Mais comme il l'a... Ça passe au Québec. Oui, je sais, mais comme il l'a dit, c'est pas tous les Québécois qui parlent comme Céline. Tout le respect que je lui dois, mais c'est pas tous les Québécois qui parlent comme Céline. Mais regardez, vous avez l'exemple parfait devant vous. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon. Pas tout à fait Céline, c'est vrai. L'Ecstasy, là. Oui. Vous en avez beaucoup pris, hein? Bah, disons que j'ai voulu, vous savez, en tant que grand écrivain, expérimenter un petit peu et essayer de transmettre mon époque, faire un peu d'ethnologie. Bon, ok, ça marche pas. Oui, écoutez, non, j'ai voulu... en fait, j'ai voulu faire un livre
Et lui, il donne des seringues d'héroïne avant son spectacle. Oui, oui, oui. Moi, je vous dis, alors si vous léchez la page 34, elle a été trempée dans l'ecstasy. Donc vraiment, vous allez beaucoup apprécier après. Non, je crois qu'il faut s'intéresser à son époque. Il faut se demander pourquoi l'ecstasy est la drogue des années 90. Ouais. Ou des années 90. Ouais. C'est sans doute parce qu'on est dans une époque où les gens ne trouvent pas l'amour, où les gens se sentent seuls et où une époque un peu de mensonges. Et l'ecstasy, c'est un sérum de vérité qui vous donne envie de caresser des corps. Je n'ose pas le faire avec vous, cher Christiane. Mais moi, je suis libre sur le canapé si jamais voilà, ça vous intéresse. Je me sens un peu seul en ce moment. Et non, et voilà, c'est ça. Bon, j'ai voulu analyser ça. Et puis, en même temps, faire un livre qui procure les mêmes effets que l'ecstasy et qui coûte seulement 65 francs. Donc, si vous voulez, comme le prix d'un quart d'ecstasy. Ouais. Qu'est-ce que c'est un bon écrivain? Quelqu'un qui écrit bien? Moi, par exemple. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes un bon écrivain et vous écrivez bien? Non, moi, je n'aime pas les gens qui disent qu'ils sont des écrivains. Donc déjà, et encore moins des bons écrivains. Non, je crois qu'il faut essayer de regarder ce qui se passe autour de nous. Et puis, les écrivains que j'aime, moi, sont ceux qui me font rire avec des choses tristes. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a cette sorte de mélancolie et d'humour en même temps. Je cherche la grâce, je cherche le charme, je cherche le brio. J'aime les livres où on a envie de noter une phrase, vous voyez, et où on a envie de le relire aussi. Bon, alors, celui que vous parodiez ici, là, que vous appelez le plus grand écrivain de France, c'est qui? Ben, c'est plusieurs personnes mélangées. Non, c'est qui? Là, je raconte une virée que j'avais fait avec Antoine Blondin, le défunt Antoine Blondin, que j'aime beaucoup, qui est un écrivain, je pense, pas estimé à sa juste valeur, qui est, à mon avis, un des plus grands du siècle. Justement parce qu'il avait ce talent-là d'arriver à nous émouvoir avec des choses drôles ou inversement. Et puis surtout un style. Parce que pour moi, c'est ça aussi que je défends, c'est le style, c'est Vialat, c'est Valérie Larbaud. Puis en même temps, vous écrivez dans Voici. Voici, c'est quoi? C'est l'équivalent des Courvedettes? Oui. Hein? Et puis en même temps, il y a Lire d'un côté, il y a les romans chez Gallimard, chez Grasset, puis il y a Voici. Parce que je ne méprise pas le public. Pour moi, je veux dire, un journal qui tire à 800 000 exemplaires, eh bien, c'est important de faire passer là-dedans des messages de littérature en contrebande. Voilà. Je vois ça comme une espèce d'énorme avion qu'il faut détourner. Donc j'ai ma petite page là-dedans et j'essaie de dire la vérité, en tout cas j'essaie de défendre les gens que j'aime et de descendre les gens que j'aime pas. Bon, alors Frédéric Becbédé va rester avec nous sur le plateau. Alors ça c'est la nouveauté qui arrive dans les librairies cette semaine, les nouvelles sous ecstasy. Est-ce que je pourrais avoir le livre? J'aimerais bien lécher la page 34 durant l'émission. Et puis L'amour dure 3 ans. Alors il a changé d'idée, mais à l'époque il le croyait, il le croyait vraiment. Les vacances dans le coma, alors on va beaucoup dans les discothèques, et puis Barbie, alors tout ce que vous voulez savoir sur Barbie. Frédéric Becbédé, vous restez avec nous. Anthony, toujours. Il y a Maurice Dantec qui vient nous rejoindre, et je vous rappelle que Paloma Picasso sera avec nous un peu plus tard, on vient tout de suite. Cue number one. 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 Hey! Hey! Toi! J'ai coup de foudre pour toi! C'est l'événement Le Printemps s'éclate chez votre concessionnaire Mazda. Tu me donnes le coup de foudre! Avec financement à l'achat de 1,9%. La route nous attend! Allwin 626 Helix V6 à seulement 299 $ par mois. Mazda vous l'offre à prix moindre que la Camry et le 4 cylindres. Profitez de l'événement Le Printemps s'éclate chez Mazda dès aujourd'hui. Viens donc faire un tour! T'es rien d'autre qu'un salaud, Paul Rivard. As-tu fini de rire de moi? As-tu fini de faire comme si j'étais pas là? François! Lâche-moi! T'es un écœur, hein? Dernier épisode de Radio, ce soir 21h. Jeudi soir, imaginez le pire. Je fais un job pour un ami qui aime les petites filles. Il serait pas un peu pédophile sur les bords? Je veux retourner chez nous. Ah, d'accord, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai comme un mauvais pressentiment. Virginie, dernier rendez-vous de la saison, jeudi 19h. Que diriez-vous de traiter l'apparence des rides tout comme le ferait un expert? Voici le concentré pur Rétinol Rock, la crème anti-rides la plus vendue en France. Élaborée par des dermatologues, cette formule contenant de la pure vitamine A traite la surface de la peau en profondeur afin de réduire l'apparence des rides. Au cours d'une étude de 12 semaines, elle a réduit l'apparence des ridules de 86% et celle des rides de 42%.
un résultat que bien peu de traitements de beauté peuvent promettre. Rock, promesse tenue. 10 sous, 25 sous ou 50 sous. Vous voulez de vrais rabais? On va vous montrer de vrais rabais. À la vente anniversaire de Brouille Martineau, profitez d'un rabais de 120 $ sur ce réfrigérateur Gibson, maintenant 599 $, ou d'un rabais de 120 $ sur cette cuisinière Gibson, maintenant 369 $, et de 269 $ de rabais sur cet ensemble laveuse-sécheuse Gibson, maintenant 599 $. De plus, vous ne payez qu'en avril 2000. Ne manquez pas notre vente 39e anniversaire. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Suis-je belle? Suis-je belle? Magnifique, magnifique. Vraiment, vraiment. Je suis ébloui, ébloui. Corps de californienne et cœur de suédoise. Y a-t-il automobile plus parfaite? La nouvelle S80 de Volvo. Ma fille, si tu penses qu'on n'a pas remarqué ton petit ajout... C'est osé. Que j'aime ça. C'est surprenant. Puis, ça met la poitrine en valeur. Imagine, ajouter du mozzarella sur les poitrines de poulet. Délicieux. Ajouter du fromage peut faire toute la différence. Ajouter du fromage, ajouter du goût. Quelle cuisinière! C'est tout le portrait de sa mère! Alors, nous avons demandé à Frédéric Becbrudé de rester sur le plateau avec nous. Je vous rappelle que c'est la dernière émission de notre saison, que nous sommes ici à Paris. Et l'écrivain que je vous présente maintenant connaît en ce moment en France un grand succès et il est ici, dans son pays, en tournée de promotion. Maurice Dantec, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mais vous êtes devenu un Montréalais. Oui. Là, je vous interviewe à Paris, mais en fait, c'est plus vraiment votre ville, ça, Paris. Voilà, c'est ça. Vous avez choisi notre ville. C'est ça. Vous avez choisi Montréal. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on sent peut-être cette tournée-là, elle vous pèse un peu, puis que vous êtes presque hâte de revenir au Québec. Je pense que Il y a oui. quelque chose du Québec qui vous manque, là. Je pense que c'est même l'Amérique du Nord tout entière qui me manque. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez en Amérique du Nord? Bah, c'est justement pour le découvrir que je suis parti, parce que je ne savais pas pourquoi j'aimais. Ouais. Donc, Mais vous vous êtes rendu compte de ça comment? Que vous étiez attiré par... peut-être que la première fois, je devais avoir 10 ans, puis j'ai vu Neil Armstrong se poser sur la Lune, par exemple. Je me suis dit, tiens, c'est d'autres gens que ma nation qui font ça. Donc, j'ai décidé d'aller voir où ça se passait, si vous voulez. Ouais. J'ai décidé d'aller me confronter un peu au cœur de la bête, au centre de l'Empire. Et puis quand vous êtes... c'est la ville que vous avez choisie, Montréal. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Quand vous êtes à Montréal, vous avez l'impression dans le monde... Parce qu'on dit Paris, qu'à Paris, c'est le centre du monde. Quand vous êtes ici à Montréal, vous avez l'impression d'être où? À Montréal, là, vous avez l'impression d'être où dans le monde? Ah, moi, j'ai plutôt l'impression de me rapprocher du centre. J'ai plus tout à fait la conviction que le centre du monde soit encore en France. Ou en Europe même. Donc, il me semble que ça s'est déplacé depuis au moins une 50aine d'années vers Washington DC, par exemple, le centre du monde, ou Los Angeles, pour sur d'autres points de vue. Mais par contre, bizarrement, il y a une fiction qui perdure, mais qui crée sa propre réalité, qui est que Paris est la capitale des arts et lettres. Alors, étrangement, c'est faux, mais puisque tout le monde le pense, ça devient vrai. C'est souvent comme ça, les choses dans l'histoire. Mais bon, moi, j'ai voulu juste, j'allais dire, j'ai voulu voir du pays, traverser un océan, parce que je pouvais pas mettre l'espace intersidéral entre moi et le monde, donc j'ai juste choisi un déplacement, quoi. Ouais. Babylon Baby. Alors vous êtes, est-ce que vous êtes vous avez une vision, hein? Vous n'êtes pas un visionnaire. Est-ce que vous êtes un visionnaire? Vous avez une vision du futur? Je sais, non. No future, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça c'est les journalistes, moi. Si vous voulez, ouais. J'essaye péniblement déjà de faire des romans, et je sais pas exactement pourquoi je l'ai fait, je sais pas exactement comment même je l'ai fait. Je suis même surpris qu'ils trouvent un public, et je suis même surpris réellement qu'ils aient du succès. Donc, pourquoi vous êtes si surpris? Parce que c'est quand même toujours surprenant de lancer des bouteilles à la mer, puis de se rendre compte que soudainement il y a des gens qui la reçoivent. Quoi. Au départ, il y a un peu de désespoir malgré tout. Enfin, je sais pas si Frédéric sera d'accord avec moi, mais dans l'écriture, il y a aussi des impossibilités, il y a aussi
du néant, il y a des doses il y a des zones d'autodestruction, de noir, d'ombre qu'on porte en nous. J'étais très surprise tous les deux, tout à l'heure au maquillage, de vous voir parler comme ça. Vous avez une relation assez amicale tous les deux. En fait, on se connaît très mal, mais... Mais quand même temps, bon, là, lui a déjà parlé de votre livre, il vous a critiqué. Oui, et quand je préparais les dossiers, je me disais, mais ces deux gars-là, c'est l'antithèse totale. Le mondain avec celui qui lâche la société, le gauchiste parfait. Non, le mondain et la sociale ont peut-être plus de choses en commun, en fait, qu'on pourrait le penser. Vous n'avez pas de mépris pour un homme comme lui? Ah non, pas du tout, non, pas de mépris, non. C'est toujours étonnant, si vous voulez. Moi, il y a des choses que sans doute je ne comprends pas en lui, de la même manière que lui ne les comprend pas en moi, mais ça, j'allais dire, excusez du peu, mais ça semble être... quelque chose d'à peu près constant dans les relations entre les gens. Mais bon, voilà quoi, on va pas commencer à se tirer dessus. Non, mais... En plus, bon, moi j'ai lu la critique qu'il a fait dans Voici, j'ai trouvé bizarre, mais j'ai trouvé marrante, quoi. Ouais. Thèse, antithèse, synthèse, bon. Okay, bon. Frédéric? Moi je pense que, en fait, on a beaucoup de points communs. En fait, c'est vrai, il a une curiosité pour tout ce qui est underground, tout ce qui est nouveau. Il écrit d'une façon très moderne. Et bon, bah moi, je fais des romans nettement plus courts, parce que je suis un gros paresseux, mais j'essaye aussi de faire ça, c'est-à-dire de faire des choses nouvelles et originales. Bon, voilà. Et donc ça, c'est notre point commun. Sinon, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de succès que moi, donc je suis extrêmement aigri, extrêmement jaloux. Ça va pas durer. Mais en même temps, je me dis que c'est très important. Ce qui est en train de se passer avec Michel Houellebecq et Maurice Dantec en France, c'est que des écrivains, justement, assez expérimentaux, a priori pas grand public, a priori sans concession aucune, et même avec vraiment, des efforts à faire pour comprendre tout ce qui se passe. C'est un polar de science-fiction qui se passe dans plusieurs pays avec beaucoup de personnages. Eh bien, je crois que c'est important que ça marche. C'est mieux que ça marche plutôt que Régine Deforge, par exemple. Vous, ça... Bon, alors vous dites, vous avez vécu dans Ici, à Montréal, dans le journal Ici, vous trouvez qu'on est beaucoup plus anglo-saxon, en fait, qu'on ne le réalise. Oui. C'est ça que vous êtes plus américain, et vous. Mais souvent, avec les Québécois, je sens le décalage qu'il y a, j'allais dire, dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Bien souvent, ils se croient un peu français. En fait, c'est souvent là. Donc, ça vous fait rire. Non, mais le quiproquo vient souvent de là. Si vous voulez, on pourrait paraphraser, je ne sais plus qui a dit que les Anglais et les Américains étaient deux peuples séparés par la même langue. Ben, excusez-moi du peu, mais les Québécois et les Français sont vraiment deux peuples séparés par la même langue. Au-delà des problèmes, d'accent, enfin, de dialectisation locale, bon, etc. Non, ce qui moi m'a fasciné chez vous, c'est le fait que vous êtes nord-américain, j'allais dire comme M. Jourdain, sans le savoir. Alors vous pensez, pas pour tous, vous pensez que finalement on a été chanceux que les Français soient partis, hein, à tout prendre là. Non, mais ça c'est mon côté provocateur, si vous voulez, un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire en France on a souvent une vision de l'Amérique qui pour moi me semble faussée, par tout un tas de filtres idéologiques successifs et interchangeables. Moi j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Il se trouve que, un peu par hasard, plus que par autre chose, je suis arrivé à Montréal. Et quand je suis arrivé à Montréal, je dis « Ah, mais c'est là que j'ai envie de vivre, c'est tout, quoi. » Là, dans cette phase-là de mon existence, c'était là que soudainement, je sentais que quelque chose pouvait m'arriver. Ce qui se passe en ce moment au Kosovo, vous voyez ça, vous êtes déjà allé à Sarajevo, vous. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Je suis pas sûr de pouvoir exprimer en 1 minute 30 ce que je ressens par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que ce qui se passe là-bas est presque, presque moins important que ce qui se passe autour par rapport à ce qui se passe là-bas. Ce qui est important, c'est de voir comment l'Europe va ou pas se faire, en fait, contre la Yougoslavie. C'est un choix, si vous voulez. Il y a ou l'Europe ou la Yougoslavie. C'est ou Milosevic ou nous. C'est comme ça. Babylon Babies. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Vous avez à peu près tout sur la 4e de couverture. Oui. Mais oui, c'est... je sais même pas, moi, parce que je suis très très mauvais pour vendre mes bouquins et pour dire ce qu'il y a dedans, mais disons qu'il y a une volonté de faire de la littérature avec ce que le monde nous offre.
Et puis moi, je ne l'ai pas inventé, ce monde. Donc, si vous voulez que ce soit le clonage ou la grande machine capitaliste mondiale ou des choses comme ça, moi, j'essaye, dans la mesure du possible, d'en faire de la littérature. Alors, avec toute votre modestie, là, d'être best-seller ici, ça vous plaît? Un best-seller, soyons raisonnables. Ah, bah c'est vrai, moi j'ai l'Express ici, puis vous êtes en deuxième position, c'est quand même pas mal. D'accord, hein? Ok. Maurice Dantec, merci beaucoup C'est d'être venu nous voir ici à Paris. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera à Montréal. Ce sera à Montréal, Okay. sur le plateau Mont-Royal. Pourquoi pas? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors voici cette nouveauté de Maurice Dantec, c'est Babylon Babies. On arrête le temps d'une pause et on revient avec Paloma Picasso. À tout de suite. Pour les viandes, exigez la meilleure catégorie. Exigez A. IGA. Bienvenue à la maternelle où les germes se transmettent de l'un à l'autre comme un ballon. Mais une étude contrôlée a démontré que le désinfectant Lysol en vaporisateur joue un rôle essentiel en réduisant la propagation des germes porteurs de maladies. Alors faites du vaporisateur Lysol un ami de la famille. Surveillez les endroits que l'on touche couramment et dites au revoir aux microbes avec le vaporisateur Lysol. À la maison, aucun autre vaporisateur ne tue plus efficacement les germes. Le vaporisateur Lysol contribue à votre protection. Vous avez notre parole. Pour l'amour des produits du Québec, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. C'est le meilleur ami du patron et du vendeur. Le meilleur ami du plombier et de l'entrepreneur. Pour tout dire, avec un appareil Fido à seulement 75 $ et un forfait 400 minutes pour 40 $ par mois sans aucun contrat signé, Fido vous fait vraiment une offre incomparable. À vous maintenant de découvrir comment Fido peut devenir votre meilleur ami. J'ai dirigé plusieurs épreuves de qualification manuelle. Mais jamais j'ai vu tant d'entrée d'énergie. C'est pourquoi j'ai choisi Ronge. Five Alive, un goût d'agrumes vivifiant et un mélange unique de 5 vrais jus de fruits. Five Alive, vivifiez-vous. Aussi offert en canette et bouteille. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en cette grande période de sollicitation, vous serez sujets aux démons de la tentation, du désir. Succomber, que diable! Ce serait dommage de ne pas profiter du financement à l'achat de 2,8% pendant la vente étiquette rouge Toyota. Pendant cette période, l'enfer est bleu, mais le ciel est rouge. 10 sous, 25 sous ou 50 sous. Vous voulez de vrais rabais? On va vous montrer de vrais rabais à la vente anniversaire de Brouille Martineau. Profitez d'un rabais instantané de 150 $ sur cet ensemble sofa fauteuil de qualité maintenant offert à 749 $ ou d'un rabais instantané de 100 $ sur ce mobilier de cuisine 5 pièces maintenant offert à seulement 599 $. De plus, vous ne payez qu'en avril 2000. Ne manquez pas notre vente 39e anniversaire. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Notre prochaine invitée, elle fait des autoportraits avec du parfum et avec du rouge à lèvres. En fait, il s'agit de Paloma Picasso que nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir. Et on peut imaginer, Paloma Picasso, on ne la voit jamais. On voit beaucoup son visage dans les magazines. Alors on peut l'imaginer un peu froide. Bonsoir Paloma Picasso. C'est vrai que vous êtes une image, mais vous êtes toujours une image, en fait, sur du papier glacé. C'est rare qu'on vous entend, c'est rare qu'on entend votre voix. C'est rare qu'on voit votre sourire, quoique là, vous avez changé dernièrement. Hein? Voilà, les dernières photos, oui. Là, c'est plus la même chose. Ça me ressemble plus, c'est plus collé à mon image. Mais je crois que quand j'étais plus jeune, j'étais en fait très timide. Et une façon de me protéger, c'était de faire peur aux autres. Est-ce que vous faites ça encore? Non, maintenant, j'ai plus peur. Oui, oui. Alors, donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que
l'image soit tellement transformée? Dans quoi, la dernière année ou les dernières années? Oui, c'est-à-dire que c'est arrivé d'abord dans ma vie privée et puis ensuite sur le papier. Ouais, alors vous êtes devenue très amoureuse. Si, oui. si je me fie au magazine qu'on parcourt, vous êtes devenue tellement amoureuse que ça a passé à travers... vous avez fallu le dire à tout le monde. Donc le naturel est revenu et je suis restée dans une image qui s'est un peu figée, j'imagine, pendant un certain temps, et qui est devenue un carcan. Et puis j'ai changé de vie et voilà, l'amour est venu et un nouvel homme a apporté une nouvelle Paloma. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle vie, l'ancienne vie? Qu'est-ce que c'était l'ancienne vie? Qu'est-ce que c'est la nouvelle vie? En fait, je crois que c'est une chose beaucoup plus intérieure. C'est pas tellement, en fait, bon, comme tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois qu'effectivement, ça finit par se percevoir sur notre façon de vivre, sur notre façon peut-être de nous maquiller, pour nous les femmes, par exemple. Mais en fait, je crois aussi que sans doute pendant des années, j'ai aussi été complètement prise par mon travail parce que c'était peut-être une forme d'échappatoire. Ouais. Parce qu'en fait, je me sentais moins à l'aise dans ma vie. Cette anecdote que vous racontez, où vous surprenez, c'est vrai ça, vous surprenez une conversation entre deux femmes qui parlent de vous, hein, et qui se demandent est-ce que c'est vraiment elle parce qu'elle n'a pas le rouge à lèvres. Oui. Alors, est-ce que ça a été important pour vous de justement vous sortir de ça? En fait, je crois que je ne planifie pas les choses. Je crois que souvent dans le monde dans lequel on vit, comme ça, le monde de la beauté ou de la mode, le marketing devient une chose très importante. Mais enfin, moi, je ne fais pas mon propre marketing. Moi, je fais les choses parce que je les ressens et ensuite, éventuellement, ça peut être utilisé par le marketing. Mais en fait, quand je mettais du rouge à lèvres, c'est parce que j'avais envie de mettre du rouge à lèvres. J'ai commencé à mettre du rouge à lèvres quand j'avais 20 ans, à une époque où c'était complètement et vous dites que c'est le moment où vous êtes révélée à vous-même. Et pendant 20 ans, j'avais besoin tous les matins, en me réveillant, de mettre du rouge à lèvres. Et puis un jour, peut-être ça a commencé justement parce que je me suis aperçue que les gens me reconnaissaient moins avec. Si je ne le mettais pas, donc je me suis dit, après tout, ça c'est pas une mauvaise chose, donc je ne vais pas le mettre, comme ça ils vont se dire que c'est pas moi. Et puis ce sentiment de liberté fait qu'aussi, je sais pas, pendant des années, je pense, quand on est plus jeune, on a besoin de se vieillir d'une certaine façon. Et puis une fois qu'on devient plus âgé, on rajeunit. Oui. Alors il y a Isabella Rossellini qui a écrit ce livre, Quelque chose de moi. Oui. Elle parle un peu de vous. Elle dit que vous êtes amies, toutes les deux. Oui. Elle le fait de façon affectueuse. Isabella Rossellini, un peu comme vous, c'était une image aussi. Hein? C'était l'image de cosmétiques, c'était l'image de produits. Et puis, bon, vous êtes votre propre image. Elle, c'était l'image de Lancôme. Oui. Elle perd ce contrat-là et elle le dit très honnêtement dans son livre. Elle le regrette, en fait. Ça a été difficile pour elle. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous pensez que Lancôme a eu raison de faire ça? À l'époque, moi, j'ai pensé que non, parce que je pense que Isabella a des qualités très extraordinaires. Et je me suis dit qu'au fond, peut-être que la maison L'Oréal, qui avait et Isabella et moi d'un autre côté, ne se rendaient pas compte comment, quelque part, ils avaient de la chance parce qu'on était très facile. On avait disons, un bagage parental très important, qui faisait qu'on avait une espèce d'instant, je pense en anglais et pas en français, de reconnaissance instantanée. Et donc, en même temps, on prenait ça, nous, avec légèreté, parce que de toute façon, c'est la seule façon de le prendre. Ouais. Sinon, vous n'avez pas besoin de gagner votre vie, vous? Non. Non, c'est ça, on peut être libre à ce moment-là. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une femme de 40 ans, qu'une femme de 50 ans peut être une image comme ça? Ah ben, apparemment. Donc, vous y croyez? Apparemment, je crois. Et puis ça peut peut-être à voir avec le fait que le baby boom est tombé sur nous. Oui. Et que donc, tout ce qui nous arrive à la majorité des gens sur cette planète. Oui. Alors, et que donc, on devient le message à cause de ça. Oui. Alors vous, l'image de Paloma Picasso, vous avez l'intention de continuer à le faire comme ça pendant longtemps? De toute façon, ce qu'il y a, c'est que moi, et mon travail et mon visage sont liés. Oui. Donc, je ne fais des choses que celles qui peuvent me correspondre. Sinon, je ne viendrai pas vendre un produit qui n'a rien à voir avec moi. Il est possible qu'un jour, je me fatigue effectivement de le faire. Mais enfin, voilà, quand le temps sera venu, ben, j'agirai en conséquence. Est-ce que c'est pour vous une vraie femme?
Oui, c'est une question difficile. Vous savez pourquoi je vous la pose? Je vous la pose parce que je lisais le matériel promotionnel. Alors, bon, vous parlez d'autoportrait à travers le parfum, vous parlez d'autoportrait à travers le rouge, vous parlez d'un parfum qui représente une vraie femme. Oui, alors je me dis, bon, cette fille-là, elle a réfléchi, est-ce que c'était une vraie femme? Parce que j'avoue, c'est une question immense. Alors, je peux lui demander, qu'est-ce que c'est une vraie femme? Alors c'est vrai que j'ai dit ça il y a plus de 10 ans. Et qu'à ce moment-là, effectivement, je voulais dire une vraie femme par rapport à une jeune fille. Parce que c'était encore une époque où je pouvais penser en ces termes. Alors maintenant, je suis de toute façon, que je le veuille ou non, une vraie femme. Et je pense que ce qu'une vraie femme doit avoir, c'est la liberté d'être comme elle sent qu'elle doit être. En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de modèle. Je pense qu'on doit être chacune de nous comme on peut être, comme on rêve d'être. Est-ce que vous pensez que dans le milieu des artistes, une démarche, bon, qui est le milieu, vous parliez de l'héritage parental, est-ce que vous pensez qu'une démarche comme la vôtre, c'est bien compris ou c'est méprisé un peu? Il y a un peu des deux, c'est comme dans tout, je veux dire. Ça vous préoccupe, ça ou... Non, sinon je n'aurais pas pris les risques, disons, que j'ai pris. Je pense que je devais le faire justement parce que de toute façon, j'étais sous les feux de la rampe, disons. Que donc, autant prendre des risques. Puisque de toute façon, j'allais être jugée en partie pour des choses que je n'avais pas fait moi-même, donc autant en faire. Alors, il faut se faire une carapace quand même, hein, dans la vie. Un parcours comme le vôtre, là, il faut se faire une carapace à un moment donné. Oui et non, il faut en faire une le plus fine possible. Oui. On a besoin d'une, mais il faut essayer qu'elle soit le plus fine et transparente possible. Oui. Votre mari, vous étiez marié avant. C'est lui qui a été votre metteur en scène, votre premier mari. C'est lui qui a été votre metteur en scène, en fait. C'est-à-dire, oui, mais il utilisait ma personnalité. Il n'a pas plaqué une histoire sur moi qui n'était pas la mienne. Oui. Donc il m'a, disons, aidé à la définir, mais je veux dire, c'est pas lui qui l'a inventé. Et comment vous avez fait ces choix-là à travers le parfum, à travers le maquillage, à travers les bijoux? Pourquoi des choix comme ceux-là? Parce que je ne pouvais pas en faire d'autres. Je crois que c'est comme ça qu'on a marché dans la vie. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je crois qu'on fait les choses quand on a besoin de les faire, ou quand on ressent l'envie de les faire. Et comme vous disiez, dans un sens, effectivement, moi j'avais assez d'argent pour ne pas travailler si je ne voulais pas travailler. Donc si je décidais de travailler, il fallait que je le fasse parce que je croyais à certaines choses, parce que je voulais faire quelque chose qui me correspondait. C'est une façon de me définir aussi par rapport au monde. Justement, peut-être parce que j'avais besoin de ça, parce que les gens me définissaient en tant que fille de Picasso. Donc moi, je ne peux pas me définir en tant que fille de Picasso. Moi, il fallait que je me définisse d'une autre façon. Donc il faut se donner sa propre identité. Donc ça a été à travers le rouge à lèvres, à travers le parfum, à travers les bijoux, à travers d'autres choses. Vous n'aimez pas, si on vous pose des questions sur votre père, c'est une chose que vous n'aimez pas ou... C'est-à-dire que souvent, ce sont les mêmes. Oui. Hein, après 15 ans de faire des interviews, et je comprends ça, c'est normal. Hein, parce que moi, peut-être que si je rencontre quelqu'un, peut-être que si je rencontre la fille de Picasso, je vais lui poser la même question. Parce qu'Isabella, si je reviens à Isabella, elle en parle beaucoup de ses parents. Hein, vous l'avez lu, certainement, vous l'avez lu son livre. Je l'ai lu en anglais, mais je n'ai pas encore lu. Alors, elle en parle beaucoup. Hein, je ne sais pas, il y a comme un désir de communiquer leur personnalité, qui ils étaient. Il y a un désir de partager ça. C'est dans sa nature, j'imagine. Ça fait partie de sa personnalité. Oui, et puis il y a des moments où elle a moins envie d'en parler. Je veux dire, on a des va-et-vient. Est-ce que vous feriez ça, vous, d'écrire un livre comme celui-là? Mais je ne l'ai pas fait. Alors je ne sais pas si je le ferai. Tout est possible. Moi, je ne sais pas ce que sera demain. Mais enfin, je ne pense pas, ou du moins, pour l'instant, je n'en ai pas la nécessité. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de le faire. L'horoscope, il paraît que c'est très significatif pour vous. Vous êtes sensible à ça. Ça fait partie aussi du matériel promotionnel. Alors oui, non, je trouve que c'est une chose amusante. Je veux dire, ma vie ne dépend pas de l'horoscope. Oui, mais vous en servez, c'est une référence. Ça m'amuse, je veux dire, si j'ai des amis qui savent faire un thème astral et qui me racontent des choses, je trouve ça intéressant. Après ça, je peux ne pas regarder pendant 2 ans ou 3 ans et peut-être que... c'est pas obsessionnel. Hein. Et vous, là-dedans, vous vous situez où dans l'horoscope, là? Vous êtes où? Moi, je suis Bélier. Oui. C'est votre signe. Qu'est-ce qui vous attend? Le millénaire, le prochain millénaire, ça signifie quelque chose pour vous? Ben, je crois que c'est important. Je peux dire qu'en plus, moi, j'entre dans ma 50e année en même temps. Donc, effectivement, c'est important. Et en même temps, je trouve ça très bien d'attendre de voir ce que ça va être.
Et qu'est-ce que vous pensez? Justement, moi, je suis celle qui ne pense pas. J'attends que ça arrive. Ouais. Alors, on est ici, près de la Tour Eiffel, près de l'Arc de Triomphe. Paris, c'est plus votre ville. Vous avez habité New York pendant longtemps, pendant très longtemps, oui. Et puis maintenant, on parlait à des gens qui ont choisi, à Maurice Dantec qui a choisi Montréal. Moi, j'ai choisi Londres. Ouais. Et pourquoi Londres? Parce que j'en avais assez de New York et puis j'avais pas envie de rentrer à Paris, donc voilà, c'est passé Londres et puis je dois dire que je suis très heureuse de mon choix. Ouais. J'adore être à Londres. Ouais. Et les villes, on parlait, bon, je sais pas, être à Paris, les Parisiens comment ils sont, les Anglais, New York. Londres, il y a une qualité de vie qui est... Oui, les gens sont beaucoup moins rouspéteurs que les Parisiens. Alors les gens sont polis et gentils, naturellement. Et alors qu'à Paris, vous montez dans un taxi, en général, vous vous faites engueuler par le taxi, pour une raison ou une autre, ou parce qu'il n'est pas content de la circulation, enfin, il y a toujours un problème. À Londres, les gens sont très tolérants de l'autre, plus respectueux, je dirais, plutôt de la vie privée. Et ça, je dis ça aussi parce que moi, j'ai décidé de beaucoup moins sortir. Donc, si on vient habiter dans une ville où on vit d'une certaine façon, les gens acceptent cette façon de vivre. Alors que si je reviens à Paris, les gens voudront que je sois comme j'étais il y a 10 ans, mettons. Alors, Paloma Picasso va vous souhaiter un bon passage de 50 ans et du prochain millénaire. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci. On s'arrête le temps d'une pause et on revient avec nos invités. Anthony Cavana est toujours là, Frédéric Becbédé est toujours là, ils sont un peu dissipés, là, mais ils sont là. Et puis il y a aussi Maurice Dantec et son chapeau. On vient tout de suite après la pause. Oh là là. Le Ford Windstar 1999. La seule mini-fourgonnette qui détient une cote de sécurité 5 étoiles en cas de collision frontale et latérale. Cette semaine à Zone Libre, l'Écosse est-elle en marche vers l'indépendance? Dans quelques semaines, les Écossais vont élire un parlement autonome. Un parti souverainiste propose la rupture avec la Grande-Bretagne. Zone Libre, vendredi 21h. T'es déjà revenu? Ouais, c'est pas long faire le tour du monde? Habille-toi propre là pour le gala. Le 11e gala de la course Destination Monde, dimanche, 20h30. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Démarquez-vous avec les rouges à lèvres de Revlon, offerts à 3,59 $. Les enfants seront encore plus ravissants avec les produits L'Oréal Kids, 2,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Dans ma famille, tout le monde boit. Je bois, mon mari boit. Même les enfants s'y sont mis très jeunes. Je pense que ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Le breuvage laitier addition nature de Lactantia vous offre 35% plus de calcium que notre lait ordinaire et toujours le même bon goût frais, pur filtre, que tout le monde aime. Le calcium contribue à faire des os et des dents solides. Je pense qu'on va boire toute notre vie. Moi, j'aime vraiment tous les styles de musique. Des fois, j'écoute de la musique... Assez évoqué, merci. Des fois, j'écoute de la musique plus relax. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost... L'autre jour, ma blonde se plaignait qu'on écoute toujours les mêmes. Chez Jean Coutu. Les bébés adorent les couches unisex Pampers ou Huggies Jumbo, surtout à 14,49 $. La célèbre aspirine, format 50, prix Jean Coutu, 2,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami.
Alors, nous sommes à Paris, tout près de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission parisienne et puis aussi avant la fin de la saison parce que c'est notre dernière émission de la saison. Anthony Cavana est resté là pendant tout le temps. On aimerait annoncer nos fiançailles. Oui. Alors, Anthony, je voyais, tu étais un peu turbulent là, avec tes nouveaux amis. Oui. Là. Vous avez l'air de bien... Mais écoute ce que tu m'expliquais pendant la pause, là, parce que c'est important pour toi de faire de l'accent. Alors, le gâteau, on met des œufs. Et le truc, c'est de mettre de la levure. Oui. Regarde, c'est pas des doubles, hein? Un gars hyper sérieux, hyper concentré, qui sait ce qu'il fait. Et puis le clown, hein, l'amuseur public. Mais ça te fatigue cette affaire-là de l'argent, hein? De l'accent. De l'argent? C'est un bon accent. Comment? Je suis pas parlé dans ça. C'est payant, ta carrière en France? Je viens de parler comme présence de mon avocat. Disons que je me plains pas. Ouais. L'accent, ça fatigue cette question-là, l'accent. Oui, parce que souvent, même au Québec, on a tellement peur parce qu'il y a d'autres artistes québécois qui sont venus ici, puis après 5 jours, ils sont revenus à Montréal. Ouais, tu sais, tu vois, le truc québécois, j'adore votre accent, c'est formidable. Il faut presque parler mal au Québec. Ouais. Le plus mal possible, puis on y va, ça fait quoi? Ça fait 9 ans et demi que je fais ce métier-là. Je me suis toujours exprimé. C'est pas la première fois que je fais votre émission. Je me suis toujours exprimé comme ça. Je me souviens, il y a 2 semaines et demie, je retournais au Québec pour faire le gala des Oliviers. Et il y a une journaliste qui me dit je trouve que vous commencez à avoir l'accent français. Heureusement qu'il y avait une autre journaliste à côté qui a dit non, lui, il s'est toujours bien exprimé. Mais c'est ce côté-là où on paranoïe, où oui, on peut avoir du succès ailleurs, mais reviens tout de suite. Moi, je peux pas oublier le Québec. Toi, tu es libre. Je suis québécois, je suis né à Montréal. Mais là, pour l'instant, il est à Paris. Il est à Paris, au théâtre Trévise, jusqu'au 1er mai. Et puis après ça, en septembre, ce sera l'Olympia. Merci beaucoup, Frédéric Becbédé. Merci beaucoup, Maurice Dantec. Et on se marie au mois de juin. Oui, et puis nous, notre saison est finie. Puis ça, c'est l'Arc de Triomphe. Puis ça, c'est la Tour Eiffel. Et puis, le DJ que vous avez entendu ce soir, c'est le DJ BNX. Que Alain Brunet de la presse et puis Le Voir aussi considère comme un des meilleurs DJ ici en France. Il sera probablement au Québec cet été et il est venu spécialement de Bordeaux pour nous cet après-midi. On vous embrasse bien fort, portez-vous bien, passez un bel été. Au revoir et merci à tout le monde.